Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 24 octobre 1929 et mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vous lis deux passages, l'un tiré Jeudi noir de Fernand Gijon et Paul Claudel, La crise. Seul au coin de Nassau Street, un pasteur maigre comme un corbeau, Bible dans une main, le col défait, et un index vengeur dirigé vers le bâtiment de la bourse, en appel à la vengeance de Dieu pour laver les âmes des spéculateurs de leurs péchés financiers. Il crie des imprécations teintées de satanisme. Personne ne l'écoute. Les êtres humains qui l'entourent le bousculent sans égard, car ils adorent d'autres dieux et cultivent d'autres intérêts. L'enfer mythique qu'il évoque en s'égosillant, les hommes le vivent réellement dans la salle des opérations, sans compter ceux qui le vivent à la hauteur de leur porte-monnaie. Engagés dans le floor, les boursiers et leurs employés ne réagissent plus comme des individus libres et conscients. Ils perdent le contrôle et subissent, à travers une charge émotionnelle trop lourde, une dégradation complète de leur personnalité au bénéfice de la collectivité. La panique est aussi une attitude de l'esprit. Apeuré par les cris éructés, par les appels stridents, par une intoxication psychologique à laquelle il ne peut que s'abandonner, le broker succombe à la pression ambiante et entre dans un état de demi-conscience. Le Moloch d'or qu'il sert peut dès à présent le dévorer. Os et sang, muscles et cerveau, les gestes et les attitudes irrationnelles se multiplient dans cet océan de bruit et de mouvement. Les nerfs craquent, haletants, les hommes crient comme des malades mentaux et travaillent à l'aveuglette. Ils continuent à jeter dans les trous d'air. C'est ainsi qu'on désigne le moment où ne se présente aucun acheteur. Des dizaines et des dizaines de milliers d'actions dont personne ne veut. La dégringolade atteint une allure insupportable. Autour des comptoirs, des employés s'effondrent. Ils ne supportent plus l'atmosphère du parquet. On les ranime, on les transporte dans les couloirs, puis dans des ambulances appelées par téléphone, les emportent vers les hôpitaux. Tiré de Jeudi noir de Fernand Gijon. 27 mai 1931. La dépression économique, cause et pronostic par Paul Claudel, alors ambassadeur de France aux États-Unis. Au temps de la guerre de 30 ans, les généraux, avant d'engager leur campagne, consultaient ces figures pittoresques, appelées horoscopes, que dressaient pour eux des spécialistes. Si Mars était en conjonction avec Saturne et si telle autre planète entrait dans le domaine de telle ou telle constellation, on en tirait des présages avantageux ou funestes pour le succès des opérations militaires. M. Hoover est en train de se livrer à des études du même genre pour essayer de deviner le cours probable d'une dépression économique qui prend toute l'apparence de ne pas se relever avant le terme fatal du mois de novembre 1932. Les horoscopes sont remplacés par des diagrammes quadrillés où des lignes de diverses couleurs indiquent le mouvement des différentes industries. Ces dessins ingénieux ont été faits pour repaître les esprits qui, défiant leur propre force, cherchent au dehors leur support que ne leur fournit pas le raisonnement et le bon sens. J'entends par support toutes ces raisons de confiance et d'espérance dont a absolument besoin la nature humaine en général et la nature américaine en particulier, si naïvement optimiste et peu soucieuse de la parole de Bossuet. Il n'y a pas de pire désordre que de croire que les choses sont parce qu'on désire qu'elles soient. Quoi qu'il en soit, M. Hoover, encouragé par les astrologues, je veux dire
par les experts a lu dans ses diagrammes en étudiant certaines lignes comme celles des textiles ou de la construction et en négligeant certaines autres que la dépression a désormais atteint le point le plus bas et que le relèvement est en vue. C'est une affaire de 2 ans, affirme-t-il. En mars 1930, il déclarait que c'était une affaire de 60 jours. À peine d'ailleurs cette déclaration rassurante était-elle enregistrée par les journaux qu'une nouvelle baisse se déclarait à la bourse et que les valeurs étoiles descendaient sur l'horizon financier de 4 à 5 degrés. United States Steel, qui passait pour la polaire de tout le firmament boursier, s'abaissant au-dessus du père dans ces ténèbres inférieures où n'existent plus que les dividendes. Il est curieux que les Américains qui se flattent d'être le peuple le plus attaché aux faits est au contraire le peuple qui, gâté par la bonne fortune, est le plus attaché à ses illusions. Il ne se rend pas compte encore que la prospérité de l'époque, 1925-1929, n'était nullement un phénomène normal, mais une crise, une poussée de spéculation qui ne répondait pas à un état de choses permanent. Il croit toujours, il désire croire surtout que l'on peut maintenir une Amérique isolée et prospère, dominant des remparts escarpés de son standard of life, une situation mondiale dénivelée. Il ne veut pas croire que les jours bénis de l'après-guerre, où les États-Unis jouissaient d'un privilège et presque d'un monopole de fourniture, aient pris fin. Il espère qu'il sera toujours possible de maintenir l'édifice arrogant des prix et des salaires au-dessus du niveau en baisse constante des commodités, c'est-à-dire des matières premières où les bases de sa fortune économique sont établies. Il est facile pourtant de voir qu'en Amérique, le niveau des salaires et celui des intérêts, la rémunération du travail et celle du capital est actuellement trop élevé. D'une part, les banquiers font remarquer qu'en période de crise, il est absurde, sous prétexte de maintenir les salaires, de les relever, car, avec la baisse des commodités, la même somme permet d'acheter davantage. Sur une foule de 50 millions de salariés, 10 millions bénéficient ainsi d'une situation exceptionnelle et injustifiée. En revanche, M. Ford lui-même, partisan acharné des gages élevés, met dehors des bataillons de travailleurs. Mais d'autre part, les travailleurs ne seraient pas embarrassés de mettre en lumière une situation sur laquelle les journaux jettent un rôle pudique. C'est que pendant la période de prospérité, à la faveur de l'engouement du public, les grandes valeurs, les valeurs vedettes, comme United Steel et la General Motors, ont été largement, comme on dit ici, étendues d'eau, c'est-à-dire que chaque action a donné naissance au profit de ses heureux détenteurs à 2, 3 ou 4 actions également appelées au partage des bénéfices. Les entreprises se sont vues dans la situation d'un père dont la famille s'accroît brusquement et qui a à remplir 3 bouches au lieu d'une. C'est là un de ces abus du capitalisme contre lequel la récente encyclique du pape protestait avec véhémence. Une augmentation des tarifs serait bien mal accueillie en temps de crise, et elle ne serait pas, selon toute vraisemblance, un remède suffisant. En attendant, les meilleures compagnies comme la Pennsylvania et le New York Central ont dû couper leurs dividendes, et des bruits fâcheux commencent à circuler sur la sécurité même des intérêts des obligations. Or, il s'agit là d'une somme de 6 milliards de dollars détenue par les compagnies d'assurance, les caisses d'épargne et les trusts. Si elles venaient à être compromises, ce sont les bases mêmes de la fortune américaine qui seraient attaquées. Heureusement, nous n'en sommes pas encore là. Paul Claudel, 1931, le 27 mai 1931. Donc, c'était en direct de la crise de 1929. C'est tout pour aujourd'hui. 24 octobre. Fête à Serge, anniversaire de Serge, que je salue ici. Et c'est tout pour aujourd'hui. Mes vidéos vous plaisent, eh bien, vous pouvez vous abonner à ma chaîne qui porte mon nom, Bruno Lalonde. Vous pouvez également devenir un ami militant
en joignant ma page Facebook ou vous pouvez également la visiter. Vous pouvez me téléphoner à cette librairie d'occasion et d'anciens, le Livre Voyageur, dans le 514 à Montréal, 524-2619, et même me rendre visite à cette librairie dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Merci et bonne journée. On vient d'apprendre que Ford ferme une usine en Belgique. 4000 travailleurs vont être mis à pied. Ils délocalisent, semble-t-il, en Espagne, là où la main-d'œuvre est bon marché. Beaucoup ne comprennent pas que le capitalisme est entré dans son agonie finale, comme le dit Paul Jorion. Cet autre Belge, je vous recommande d'aller lire. Personne ne comprend ça. On s'accroche à nos illusions. Et ceux qui prédisent sa fin, on les traite de prophètes malheurs, de prophètes de malheur. Enfin, comme dit cet ami financier, quand le voisin perd sa job, c'est une récession. Quand moi je perds la mienne, c'est une dépression. Allez, merci et bonne journée.